Karine Bécard sur France Inter. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous interviewer, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour Karine Bécard, bonjour Monsieur Bompard. Bonjour. Et Françoise Fressos. Bonjour Françoise. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Du journal Le Monde, éventuellement relever un peu le micro si jamais effectivement il est trop bas. Vous avez le droit de le bouger Françoise. Voilà, pour être à l'aise pendant toute l'émission, c'est important. On commence comme toujours avec vos images de la semaine dans Questions politiques. Vos images à tous les trois. Quelle est votre image? Je commence par vous Manuel Bompard. Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce qui a marqué cette semaine pour vous? Dites-nous. J'ai choisi l'image de l'impact de l'ouragan Tommy sur la Guadeloupe. Qui est passé le week-end dernier, en début de semaine en Guadeloupe. Qui a eu, alors on voit effectivement une route, c'est ça? Voilà, qui a eu un impact malheureusement sur les infrastructures en Guadeloupe. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Je sais que l'ouragan a aussi touché de manière moindre la Martinique. Et je voulais qu'on parle de cette image parce que j'observe que ce sujet a été peu évoqué cette semaine. Et comme souvent, je trouve que nos compatriotes des territoires dits d'outre-mer sont un peu les oubliés du débat politique. Nous avons notre niche parlementaire à l'Assemblée nationale à la fin du mois de novembre, qui est le moment pour les députés insoumis auxquels nous pouvons faire des propositions de loi. Nous avons décidé de déposer une demande de commission d'enquête sur la gestion par l'État des risques naturels dans les départements dits d'outre-mer. Et voilà, je trouve que c'est important d'en parler. Les départements, les territoires dits d'outre-mer sont confrontés à des problématiques de vie chère, d'accès à l'eau, d'impact du changement climatique qui sont majeurs. Et ils subissent de la part du pouvoir en place une forme de mépris que je trouve insupportable. Françoise, même question, votre image de la semaine. Alors j'ai retenu l'annonce de la Sorbonne, entre guillemets, donc ça s'est passé jeudi, et c'est Elisabeth Borne qui est sur la photo, flanquée de deux ministres régaliens, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, et l'idée c'est de répondre aux émeutes urbaines de l'été. Alors la photo, elle en dit beaucoup. D'abord, elle en dit sur la volonté d'Elisabeth Borne de se réapproprier le régalien alors qu'elle est en concurrence directe avec Gérald Darmanin. On voit aussi l'Assemblée, c'est une assemblée de maires. 500 ont été convoqués, il n'y en a que 250. Ah. Et on voit qu'au fond, quand vous laissez retomber le soufflet, plus vous le laissez retomber, plus les divisions reviennent. Il y en a qui se disent que c'est pas la peine de venir, que de toute façon c'est convenu. Et au fond, dans le catalogue des annonces qui ont été faites, il y a des choses importantes, notamment le renforcement du contrôle pénal sur les mineurs délinquants, le renforcement de la responsabilité parentale. C'est pas anodin ces mesures, mais tout ça a été noyé dans un catalogue. Et au fond, moi, l'idée que j'avais, le sentiment que j'ai eu, c'est que cette gestion des émeutes urbaines s'est passée presque comme un phénomène de gestion courante. Il y en a eu, il y en aura d'autres. On n'a pas la réponse miracle et il faut s'accommoder de ça. Alors c'est peut-être très triste, mais c'est peut-être aussi très réaliste. Alors j'espère qu'on aura le temps d'en reparler avec notre invité. Dernière photo, la vôtre, Nathalie Saint-Cric. Vous nous emmenez au Moyen-Orient. Exactement. Alors on est autour du 25 octobre et on est probablement à Beyrouth. Et on voit sur cette photo, à ma gauche, Ayatollah Khomeini, que tout le monde connaît, de triste mémoire. À ma droite, ou à votre droite sur votre écran, le nouveau dirigeant guide de la révolution qui s'appelle, lui, Ali Khamenei. Et qu'est-ce que c'est que cette réunion? Eh bien, c'est une réunion entre le responsable du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le chef du djihad islamique en Palestine et le chef adjoint du Hamas. Si j'ai choisi cette photo, c'est d'abord pour montrer une forme d'inquiétude, en se disant que finalement le conflit qu'il peut y avoir là-bas est peut-être probablement un peu plus compliqué que simplement quelque chose entre les Palestiniens ou le Hamas et Israël, et dire qu'effectivement l'opération et voir, le but de la réunion, c'est de voir comment l'opération déluge d'Al-Aqsa peut être soutenue de manière, il s'appelle l'axe de la résistance, et la présence de l'Iran derrière tout ça est de nature, je pense, à inquiéter l'Occident et dicte probablement une partie de ses choix dans ce conflit. La guerre contre les groupes terroristes doit être menée. Il est indispensable que la distinction soit faite dès le début, très clairement, avec les populations civiles. Sinon, le risque est celui de l'embrasement, de la confusion des esprits. Et paradoxalement, je pense que c'est aussi très contre-productif pour la sécurité d'Israël même. Si vous avez des millions de gens qui, dans la région, se mettent à considérer qu'au fond, leurs frères et leurs sœurs sont tués au nom de la lutte contre le Hamas, ils finiront par y adhérer à cette cause. Donc je pense que c'est là où c'est très dangereux. Il faut vraiment réussir à tenir cette ligne.
vous avez reconnu le président Macron au Conseil européen de cette fin de semaine. Depuis, les frappes de l'armée israélienne se sont intensifiées sur la bande de Gaza. Depuis, l'ONU appelle, depuis hier en tout cas, samedi, à une trêve humanitaire immédiate. Qu'est-ce que vous lui répondez à Emmanuel Macron, Manuel Bompard ? Je lui réponds qu'on attend de la France une parole qui soit une parole plus forte que celle qu'elle a été pour l'instant, pour demander l'arrêt des bombardements, l'arrêt des opérations militaires de l'armée israélienne à l'égard de la population de Gaza, l'arrêt du blocus total auquel contraint aujourd'hui l'armée israélienne la population de Gaza, et le cessez-le-feu. Alors vous lui avez écrit pour lui dire ça, vous lui avez écrit pour lui demander son déplacement en Israël. Voilà, de rétablir la parole de la France. Mais sincèrement, quel est le poids de la France aujourd'hui dans la région ? D'abord, la France, elle doit avoir une parole claire. Quand elle a une parole claire, la France, elle est entendue et elle est écoutée. Alors là, vous l'avez pas trouvé clair dans... Non, mais attendez, c'est pas seulement moi, Madame Fressoz, mais quand vous avez le dimanche la présidente de l'Assemblée nationale qui va en Israël pour dire rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Le mardi, le président de la République qui va en Israël pour proposer une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, qui laisse entendre que la France serait prête, y compris à apporter des moyens militaires pour accompagner Non, attendez, parce que vous pouvez défendre si vous voulez le président de la République. Israël, on est d'accord. Il y a eu ensuite 2 correctifs de l'Élysée pour corriger ou préciser la parole qui était celle du président de la République. C'est bien que les choses n'étaient pas claires. Et quand ensuite, le vendredi, vous votez en faveur d'une trêve humanitaire, excusez-moi de vous le dire, oui, la parole de la France, elle n'est pas claire. La parole de la France, elle est décrédibilisée. Et je pense que c'est un gros problème. Donc je demande maintenant que ce soit corrigé, que la parole de la France, elle soit claire, qu'elle demande un cessez-le-feu, qu'elle demande une trêve humanitaire et qu'elle condamne clairement les opérations militaires qui sont menées aujourd'hui par l'armée israélienne et qui ont déjà fait près de 8000 morts à Gaza. Voilà ce que je demande. Les autres existent aussi, les morts de l'autre côté. Mais madame, non, mais on va pas faire un combat sur... on va pas recommencer. Est-ce que vous posez une question? Est-ce qu'à un moment j'ai dit que les morts de l'autre côté, comme vous dites vous-même, n'existaient pas? Est-ce que je l'ai fait? Non, mais vous citez spécifiquement. Non, mais là, on parle des opérations israéliennes, madame. C'est pas un débat. Est-ce que vous considérez que la position de la France, qui est jugée plus équilibrée que, par exemple, celle de l'Allemagne ou de l'Autriche, c'est-à-dire disant à la fois, il y a des préoccupations humanitaires, il faut un couloir humanitaire, on envoie un bateau pour pouvoir... et de l'autre côté, et qui maintient les deux États, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est plus équilibré que les autres? Mais si la parole de la France est celle qui consiste à dire il faut une trêve humanitaire immédiate, il faut aller vers un cessez-le-feu, il faut réouvrir un processus de paix pour obtenir la fin de la colonisation par Israël des territoires palestiniens, la fin du blocus de Gaza et une solution à 2 États qui est la solution reconnue par le droit international, si ça c'est la position de la France, parce que moi je ne sais plus quelle est la position de la France entre celle du dimanche, celle du mardi et celle du vendredi. Si ça c'est la position de la France, je m'y retrouve. Est-ce que c'est pas une tentative d'équilibre entre, au fond, reconnaître à Israël le droit de riposter à ce qui a été un massacre, et deuxièmement, mettre en garde contre une offensive terrestre qui serait extrêmement préjudiciable, et essayer de maintenir un équilibre entre les deux. Mais madame, la politique internationale ne peut pas, n'est pas compatible avec le en même temps. Vous pouvez pas parfois, vous ne pouvez pas être en même temps pour le soutien inconditionnel à Israël dans sa défense, comme l'a exprimé la présidente de l'Assemblée nationale. Elle parlait qui l'a exprimé comme telle. Elle ne parlait pas du gouvernement que vous qualifiez. Mais si vous voulez à nouveau la défendre, défendez-les. Mais quand elle est allée dimanche en Israël, je crois qu'elle a dit les propos suivants: rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Elle l'a dit. Oui. Vous en êtes d'accord? Ces propos-là ont été vous pouvez pas dire à la fois ça et à la fois dire je condamne les actions qui sont commises par l'armée israélienne à l'égard. Mais est-ce que le président Macron a dit que les actions qui sont menées par l'armée israélienne aujourd'hui sont des crimes de guerre, que ces actions sont inacceptables et qu'elles doivent s'arrêter? Est-ce qu'il l'a dit? Alors je crois que vous avez été assez clair. On va essayer d'avancer parce que le nombre d'actes antisémites en attendant en France ne cesse d'augmenter. On parle d'à peu près un peu plus de 700 en seulement 3 semaines. C'est 2 fois plus qu'en un an. Est-ce que les Israéliens dans notre pays ont raison d'avoir peur? Les Israéliens dans notre pays? La communauté juive, pardonnez-moi. D'abord, justement, je pense que cette distinction est importante. C'est-à-dire toutes les personnes dans notre pays qui sont de confession juive,
ne sont pas automatiquement des personnes en accord avec ce que fait le gouvernement israélien aujourd'hui. La distinction est déterminante. Pour le reste, l'antisémitisme est un fléau, il faut le combattre. À partir du moment où il y a des actions, des actes antisémites qui sont commis, ils doivent être sanctionnés et condamnés. Et je souhaite qu'on fasse en sorte que dans les prochains jours, la population française puisse exprimer tous ensemble, quelles que soient les confessions religieuses des uns et des autres, quelles que soient les couleurs de peau des uns et des autres, puissent exprimer une position qui est une position claire. Mais malgré tout, il veut dire quoi ce chiffre pour vous ? Qui est une demande de cesser le feu, qui est une demande de faire en sorte que la France réaffirme son attachement au droit international. Et ça, quelle que soit la religion des uns et des autres, je pense que c'est une position dans laquelle on peut tous se retrouver. Vous venez de dire qu'on ne devait pas... que les Juifs en France, c'était des Juifs en France, c'était des Français. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à vous adresser à un certain nombre de personnes qui pourraient avoir la tentation d'importer le conflit, c'est-à-dire refaire la guerre musulman-juif en France en leur disant pas eux, pas ça, Mais là, maintien du calme en France. Mais madame, c'est vous, excusez-moi, qui attribuez des intentions aux gens. Moi, j'ai participé à un certain nombre de manifestations de solidarité et de soutien au peuple palestinien, de condamnation aux bombardements qui sont faits contre les populations civiles. Les gens qui s'y expriment, ils s'y expriment au nom d'un principe d'humanité que tout le monde a en commun. Ils s'y expriment au nom d'un attachement au droit international que tout le monde a en commun. Et j'observe que en Israël, ces derniers jours, il y a des manifestations contre l'offensive militaire pour demander un cessez-le-feu. De l'importation du conflit. Mais l'importation du conflit, c'est votre question. Moi, ce n'est pas ma question. Personne ne souhaite importer le conflit. Ce que je souhaite, c'est que la France défende la position qui a toujours été la sienne, une position malgré tout, dans le contexte dans lequel on est en ce moment, est-ce qu'il est effectivement possible ou raisonnable, je ne sais pas quel mot utiliser, pour organiser des manifestations pro-palestiniennes ou pro-israéliennes ? Madame, partout en Europe, à part en France et en Allemagne, je crois, partout en Europe, s'expriment des manifestations massives. Il y en a aussi aux États-Unis, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a, je le disais, en Israël. Partout, les peuples ont la possibilité d'exprimer leur attachement à la paix. Et la France serait le seul endroit, Paris serait la seule capitale mondiale dans laquelle on ne pourrait pas manifester notre soutien au peuple palestinien victime de bombardements. Donc je dénonce ces interdictions qui sont inacceptables. Il y a eu des recours devant la justice et la justice est allée dans le même sens que le gouvernement. Pas toujours. Pas à chaque fois. Pas à chaque fois. Hier, pas à chaque fois. Hier pour Paris. Pas à chaque fois, madame, d'abord, puisqu'il y avait une volonté d'interdire de manière systématique ces manifestations. Et le Conseil d'État a retoqué cette décision du ministre de l'Intérieur. Et moi, je dis que dans ce pays, on a le droit de pouvoir manifester. Et on a le droit de pouvoir manifester notre soutien au peuple palestinien qui est victime d'actions commises par l'armée israélienne qui s'apparentent à des crimes de guerre. Est-ce que vous êtes inquiet quand même du climat? Je reviens à mon importation du conflit. Quand Jean-Luc Mélenchon dit que Yael Braun-Pivet encourage le massacre, elle a déjà reçu des menaces de mort, des menaces antisémites. Est-ce que c'est pas une forme d'importation du conflit que de s'adresser à tel ou tel dirigeant ou telle personne dans la rue en disant... D'accord, donc en fait on n'a pas le droit de critiquer sa position, sinon forcément on n'a pas... Non, la question c'est quel est le rôle du politique? Est-ce que c'est de calmer le jeu ou est-ce que c'est de souffler sur les braises? Je ne suis pas d'accord avec Madame Braun-Pivet, je ne dis pas elle encourage le massacre. Mais Madame, depuis 15 jours vous expliquez à longueur d'antenne que les Insoumis, vous l'avez même fait tout à l'heure dans votre introduction à ce débat, auraient justifié les actions horribles qui ont été commises par le Hamas. Depuis 15 jours, vous expliquez vous-même, Madame Saint-Cric, vous l'avez dit sur un plateau de télévision, que nous aurions dit à l'égard des populations civiles israéliennes qu'elles l'auraient bien cherché, ce que nous n'avons jamais dit. Donc vous pouvez maintenant, mais personne n'a jamais dit ça à Louis Boyard non plus. Donc si maintenant vous allez essayer de me donner des leçons sur la manière avec laquelle vous parlez des positions des uns et des autres, et la responsabilité que vous avez, vous, directement, dans le climat de menaces que vous avez encouragé, parce que les menaces contre Madame Braun-Pivet sont inacceptables. Moi, je l'ai dit dès le premier jour. Mais les menaces contre Jean-Luc Mélenchon, contre moi-même, contre une dizaine de mes collègues, vous voulez que je vous fasse écouter les messages que je reçois sur mon répondeur? Eh ben, dites-le aussi qu'elles sont inacceptables, celles-là. Et je vous dis que vous avez une responsabilité, parce que quand vous avez déformé les propos qui sont les nôtres, et vous l'avez refait, Madame Bécard, en introduction, vous avez dit, certains à la France Insoumise excusent. Personne n'a jamais excusé les actes qui ont été commis par le Hamas. Personne ne l'a jamais fait. On va pas refaire ce match-là, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, c'est vous qui avez dit ça dans votre introduction. Le fait est que la France Insoumise
n'a pas condamné le Hamas comme organisation terroriste. Ce que vous dites c'est vrai ou pas? faux. La France insoumise a dit très clairement et dès le premier jour que les actes commis par le Hamas étaient inacceptables. Vous pouvez prendre tous les mots que vous voulez, vous pouvez essayer d'utiliser tous les termes que vous voulez. La position de la France insoumise, elle est claire sur le sujet. Maintenant, vous m'interrogez sur Madame Braun-Pivet. Moi, non, c'est vous qui y allez tout seul. Et je voudrais vous m'avez interrogé sur Madame Braun-Pivet et moi, je vous ai répondu sur le climat de langage de manière plus générale. L'encouragement. Donc, je vais vous répondre. De l'huile sur le feu dans le pays. Je vais vous répondre de manière très claire. Mon désaccord avec Madame Braun-Pivet, c'est un désaccord politique, fondamental. C'est pas un désaccord personnel. J'ai pas de problème contre elle. Je ne m'attaque pas à elle personnellement. Mais la position qu'elle a prise la semaine dernière en Israël, le fait qu'elle y aille la veille du débat que nous allions organiser à l'Assemblée nationale et qu'elle engage notre parole en tant que présidente de l'Assemblée nationale, c'est inacceptable. Et la décision qu'elle a prise, qui consiste à laisser entendre que la France n'a rien à dire contre une armée qui commet des crimes de guerre, est une position qui est inacceptable. Et je continuerai à le dire à chaque fois que Madame Braun-Pivet ou qui que ce soit dans ce pays prendra des positions inacceptables, parce que c'est mon rôle en tant que député d'opposition de le dire. Alors je rappelle que Yaël Braun-Pivet est la présidente de l'Assemblée nationale. Je voudrais vous faire entendre les propos du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. C'était il y a 15 jours et c'était au micro de Questions politiques. Vous savez, dans les manifestations, il y a des gens qui viennent parler de la cause palestinienne. Moi, j'entends qu'on puisse parler de la cause palestinienne, de la protection de l'État d'Israël, de sa sécurisation et de la création d'un État palestinien. Mais en même temps, là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du terrorisme et on est dans la confusion de tout. Et parfois, LFI en particulier, a des fins électoralistes. Ils veulent le vote des barbus. On va se dire les choses très clairement. Alors, qu'est-ce que vous répondez au garde des Sceaux? Est-ce que, en soutenant la cause palestinienne, vous avez des visées électoralistes? Mais c'est lui qui cherche à remporter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le conflit. Écoutez, faut arrêter de raconter n'importe quoi sur ce sujet. Clarifions, allons-y. Les Français, quelle que soit leur appartenance religieuse, quelle que soit leur pensée philosophique ou spirituelle, ils ont le droit de s'emparer d'un débat d'actualité internationale et de dire la manière avec laquelle ils considèrent que la France devrait se comporter. Et moi, je suis allé dans plusieurs manifestations de soutien à la cause palestinienne. D'ailleurs, dans toutes les manifestations où je suis allé, le texte d'appel de cette manifestation disait que nous pleurions l'ensemble des victimes, les victimes israéliennes, bien évidemment, et les victimes palestiniennes. Mais vous n'allez pas chercher une partie du vote populaire en faisant ça? Dans ces manifestations, j'ai vu des gens de toute couleur de peau. J'ai vu des gens de toute religion. Pourquoi ils étaient tous là ensemble? Pas parce qu'ils partageaient la même couleur de peau ou la même religion, mais parce qu'ils partageaient la même colère, parce qu'ils partageaient la même tristesse, parce qu'ils partageaient la même émotion et la même indignation. Et excusez-moi de vous le dire, mais c'est vous qui leur attribuez des positions aux gens qui étaient dans ces manifestations qui sont pas les leurs. Vous savez, moi, il y a une semaine à Marseille, il y a une jeune fille qui est venue me voir et qui m'a dit « Moi, je suis musulmane, je vote pour la France insoumise, mais j'en ai marre qu'on me dise que je vote pour la France insoumise parce que je suis musulmane. Moi, je vote pour la France insoumise parce que je partage ses idées, parce que je partage sa vision de la société, parce que je suis confronté à des problèmes de pouvoir d'achat, d'accès au logement, des problèmes, je suis inquiète de la transition écologique et je considère que les positions qui sont exprimées par la France insoumise sont la bonne réponse à ces problèmes. Expliquant qu'il y a eu un virage dans la position de Jean-Luc Mélenchon par calcul politique pour récupérer une partie de ce vote-là, y compris les témoignages des gens de LFI ou de la NUPS. Il y a une double page ce matin. Voilà, une double page qui ça fait bien longtemps que ce que dit le Parisien ne correspond pas à la réalité. Donc les journalistes disent n'importe quoi. À côté de ça, ça arrive. Tout à fait. Bien placé pour on voit quand même des socialistes, on voit des Verts, on voit des gens de chez vous, de LFI aussi. Et enfin, l'analyse est la même. On ne sait pas de notre cerveau malade que ça sort. Madame, puisque vous lisez la presse avec attention, peut-être avez-vous lu l'article du Monde qui dit qu'il y a des désaccords dans la majorité présidentielle. Ah oui, ça je l'ai vu, mais il n'y a pas que... Et qui exprime et qui dit que ce serait dû au fait de savoir pour les prochaines élections municipales à Paris qu'il y aurait une compétition sur le vote juif. Je cite ce qui a été dit par le journal Le Monde. Il y a aussi des divergences sur le fond. Peut-être que vous poserez la question d'ailleurs aux responsables de la majorité de savoir si leur positionnement est communautariste. Écoutez, arrêtez avec ça. Moi, mon positionnement, le positionnement de la France insoumise n'a jamais été un positionnement communautariste. Nous défendons des positions qui sont des positions universelles. Nous nous adressons à l'ensemble de la population et heureusement. Et il y a des gens qui votent pour la France insoumise, qui sont de toute confession religieuse, qui parfois n'en ont pas. Et pourquoi ils votent pour la France insoumise? Parce qu'ils se retrouvent dans son programme, dans ses propositions. Point.
à la ligne. Stop, arrêtez avec ça. Manuel Bompard est notre invité ce dimanche en direct sur France Inter à la radio et sur France Info à la télé. Alors avant de poursuivre sur le Proche-Orient et surtout sur les divisions que cela a entraîné dans votre parti, on va effectivement en parler. Division, mais on va en reparler. Je vous pose une question d'actualité. Le président Macron a donc annoncé ce matin sur X, anciennement Twitter, sa décision de déposer un projet de loi constitutionnelle pour graver dans le marbre, pour graver dans la Constitution le droit à l'IVG, texte qui sera présenté avant la fin de l'année en Conseil des ministres. Donc tout est en train de s'accélérer visiblement. Vous êtes satisfait, j'imagine, puisque cette proposition de loi initialement était la vôtre à la France Insoumise. Satisfaction, oui, c'est ça ? Je suis satisfait. C'est une grande victoire pour la France Insoumise qui, à son initiative, a fait voter l'année dernière par l'Assemblée nationale une première proposition de loi pour introduire dans la Constitution le droit à l'IVG. On était en attente depuis un an que le président de la République dépose lui-même un projet de loi constitutionnel, et l'annonce ce matin qu'il va le faire, c'est une bonne nouvelle. Je m'en réjouis et je rends hommage aux associations notamment qui travaillent sur cette question depuis des années, qui disent que dans le monde aujourd'hui, le droit à l'IVG est de plus en plus menacé et que faire en sorte que ce droit à l'IVG soit garanti par la Constitution est une manière de faire en sorte qu'il soit pour protégé. Être tout à fait précis, votre proposition de loi a été ensuite retravaillée par le Sénat et en fait, là, ce qu'on peut peut-être saluer, c'est un travail commun. De consensus dans la classe politique. De co-construction, et ce qui est plutôt assez positif vu le climat de division actuel. Je vois que ça vous fait souffrir, Madame. Mais ça vous fait sourire, de reconnaître que la France Insoumise a été à l'initiative. Non, mais pas du tout. Je ne conteste pas, bien évidemment, qu'après son adoption par l'Assemblée nationale, le texte est allé au Sénat, a été aussi adopté par le en même temps, Sénat. du côté de la majorité, et en même temps, elle est fière. Eh ben, peut-être que dans ce cas-là, la majorité qui est minoritaire à l'Assemblée nationale devrait s'inspirer plus souvent des propositions qui sont faites par la France Insoumise. Peut-être que quand nous proposons de bloquer les prix sur les produits de première nécessité, il faudrait arrêter de tourner en rond comme le fait depuis 2 ans le gouvernement sur ce sujet. Peut-être que quand nous proposons d'augmenter les salaires, peut-être qu'enfin le gouvernement va se mettre à nous entendre ou à nous écouter. Et dans ce cas-là, Madame Fressos sera contente parce qu'elle pourra saluer un et en même temps, comme vous le dites. Non, mais vous n'êtes pas d'accord avec cette, idée? Mais il y a quand même compromis, Madame. Manuel Bompard. Avec quelle idée, pardon? Avec l'idée d'un consensus politique. Vous êtes encore au une fois, départ d'un consensus politique. Mais encore une fois, vous faites bien la démonstration ici que s'il y a pu avoir consensus politique sur ce sujet, c'est parce que nous l'avons proposé et que d'autres l'ont repris. Et ce que j'observe, c'est que par exemple, et amendé, mais j'ai pas de problème, Madame. Je vais même vous dire, je préfère la formulation que nous avons proposée à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est une formulation qui est plus juste. Elle a été retravaillée par le Sénat. Je trouve que la formulation retravaillée par le Sénat est moins bonne de mon point de vue. Mais au moins, si ça nous permet de faire en sorte que le droit à l'IVG soit introduit dans la Constitution, prenons ça. Et puis quand nous serons au pouvoir ou aux responsabilités, peut-être que nous pourrons faire évoluer la formulation. Mais maintenant, ceux qui refusent tout compromis, parce que je vois bien qu'est-ce qu'il y a derrière votre question. Enfin, excusez-moi de vous le dire. Nous sommes dans une discussion budgétaire à l'Assemblée nationale depuis maintenant plusieurs semaines. L'ensemble des amendements qui sont votés par toutes les oppositions, pas seulement la France Insoumise, y compris par la droite, sont balayés d'un revers de la main par le gouvernement. Donc si vous voulez plus de compromis, Madame Fressoz, adressez-vous au président de la République et à Madame Borne parce qu'elle refuse tout compromis aujourd'hui sur les questions budgétaires. Allez, je reviens sur le conflit au Proche-Orient qui, selon moi quand même, a profondément divisé la France Insoumise. On va essayer de vous le justifier. Ces 3 dernières semaines, entre ceux qui ont refusé, donc comme vous, de qualifier le Hamas d'organisation terroriste et les autres minoritaires comme François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière qui n'ont pas hésité à s'en distancer. Est-ce que les divisions sont de plus en plus profondes à la France Insoumise? Est-ce qu'il y a de plus en plus de camps qui s'affrontent? Je ne crois pas du tout à l'analyse que vous êtes en train de présenter ici. Je pense que à la France Insoumise, tout le monde se retrouve dans la nécessité et la demande que la parole de la France s'exprime enfin clairement pour un cessez-le-feu. Je pense que tout le monde à la France Insoumise a condamné les actes horribles qui ont été commis par le Hamas. Non, mais moi je parle des divisions à la France Insoumise. Oui, mais moi je vous parle de la France Insoumise aussi. Je vous dis que tout le monde à la France Insoumise a condamné les actes commis par le Hamas et tout le monde à la France Insoumise a condamné les crimes de guerre qui sont commis par l'armée israélienne à l'égard des populations civiles de Gaza. Donc vous pouvez, si vous voulez, aller chercher les mots, les expressions des uns et des autres pour essayer d'inventer des divisions. Non, je parle globalement. Il y a des divisions ou pas? Elles n'existent pas. Donc tout va bien. Elles n'existent pas. Par exemple, il y a eu un moment qui a été marquant, c'est le 10 octobre dernier quand la présidente de l'Assemblée nationale a fait applaudir par l'Assemblée nationale le soutien inconditionnel à Israël dans sa réponse. Et l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale sont se levés
à l'exception d'un seul groupe, à l'unanimité de ses membres, c'était le groupe de la France Insoumise, où nous n'avons refusé d'applaudir parce que nous savions qu'en applaudissant le soutien inconditionnel à l'État d'Israël, on cherchait ensuite à légitimer la violence barbare qui allait s'abattre sur les populations civiles de Gaza. Alors, et l'ensemble des députés de la France Insoumise ont fait la même chose. Donc excusez-moi de vous le dire, je vois bien que ça vous déçoit, mais à la France Insoumise, nous sommes tous d'accord sur la manière avec laquelle il faut répondre sur... Alors je voudrais quand même vous faire écouter, un autre extrait de votre camarade Raquel Garrido, députée comme vous de la France Insoumise, sur les bancs de l'Assemblée nationale. Elle était la semaine dernière sur France Info et elle parle de Jean-Luc Mélenchon. D'abord, je trouve qu'il a de loin cherché à mettre des coins entre nous et le mouvement syndical, entre nous et les autres partis de la NUPES. Et ce sont des querelles qui n'aident pas. Est-ce qu'il peut vous représenter en 2027 il y a depuis un an une forte aspiration dans le mouvement La France Insoumise à ce que nous changions notre mode de fonctionnement. Jusqu'à présent, la France Insoumise a été structurée comme un outil de campagne présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Bon. Efficace. On ne peut pas nier que c'est efficace, mais ça ne peut pas durer comme cela. Les militants insoumis, les cadres insoumis, les députés insoumis, l'électorat insoumis, je pense, veut que nous changions notre façon de faire. Donc tout le monde n'a pas l'air de parler d'une seule voix malgré tout à la France Insoumise. Première question, est-ce que vous nous confirmez qu'elle a été convoquée pour s'expliquer devant la direction du parti, Raquel Garrido ? Non. Parce que ce matin, Éric Coquerel, qui était sur France Info, il l'a confirmé. Non, non plus. Et il y a un bureau du groupe parlementaire, madame, ce n'est pas la direction du parti. Et un bureau du groupe parlementaire, c'est-à-dire une vingtaine de personnes qui ont été désignées au vote par le groupe parlementaire pour assurer l'animation du bureau du groupe parlementaire, ils sont aussi chargés de garantir un certain nombre de règles de fonctionnement collectif au sein de notre groupe parlementaire. Il y a bien une convocation quand même, si je comprends bien. Oui, mais pas de la direction du parti, puisque c'est la question que vous avez posée, de l'équipe d'animation de notre groupe parlementaire, qui effectivement l'a convoqué pour lui demander des explications sur un certain nombre de pratiques qui ont été les siennes et de prises de position qui ont été les siennes, qui étaient en rupture, pas avec ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, avec la position qui avait été prise par notre groupe parlementaire, par l'ensemble de ses membres. C'est-à-dire, voilà. En fait, ça ne vous regarde pas. Excusez-moi de vous le dire. Donc pour le reste, puisque Madame Garrido disait dans l'interview que vous avez passée qu'il y avait des querelles qui ne servaient pas. Eh ben moi j'ai à répondre que la querelle de Madame Garrido avec Jean-Luc Mélenchon est une querelle qui ne sert pas et que contrairement à ce qu'elle dit dans l'extrait que vous avez passé, la France Insoumise, le mouvement de la France Insoumise, son groupe parlementaire et ses militants, parce que moi-même je circule beaucoup, je discute avec beaucoup de militants, je reçois beaucoup de prises de position, des groupes locaux de la France Insoumise ont exprimé leur soutien au groupe parlementaire de la France Insoumise et à ses dirigeants depuis plusieurs jours. Il y a des consultations régulières, très régulières pour voir le mode de fonctionnement démocratique. Madame, on va pas chercher Madame Garrido, on va pas chercher Alexis Corbière, on va pas chercher Clémentine Autain. Je suis pas sûr qu'il soit ravi d'ailleurs que vous les utilisiez pour essayer d'utiliser à peu près 10 minutes de notre interview pour parler de tout sauf des sujets qui sont les sujets majeurs de l'actualité. Donc pour le reste, Madame Garrido a exprimé sa position. Je dois vous dire que malheureusement pour elle, elle est minoritaire par rapport aux positions. Alors est-ce qu'elle doit quitter LFI ? Est-ce qu'à votre avis, étant minoritaire, elle doit quitter LFI ? C'est elle qui décidera, madame, mais il n'y a qu'une position à la France Insoumise et c'est celle que nous avons exprimée collectivement depuis 2 semaines maintenant et je pense que c'est une position personnellement qui me rend fier et qui rend fier un certain nombre de militantes et de militants de la France Insoumise partout en France. Au moment où vous avez essayé de caricaturer nos positions, au moment où vous avez essayé de les rendre inaudibles, je pense qu'au contraire, et j'en suis désolé pour vous, elles ont été extrêmement audibles et que les gens nous sont redevables, que les gens nous remercient d'avoir une parole qui soit une parole forte pour la paix. Non, mais attendez, et les là, gens vous reparlez, ne sont pas... Bah oui, excusez-moi, c'est le sujet majeur. Non. Raquel Garrido parle essentiellement et critique ouvertement, manifestement, Jean-Luc Mélenchon. La question, c'est de savoir si dans votre parti, où il n'y a pas toujours des votes, vu ce que vous venez de confirmer... non, je n'ai pas confirmé ça. En fait, j'ai confirmé l'inverse, madame. Donc si vous n'écoutez pas mes réponses, ça risque de ne pas changer ensuite vos questions. Est-ce qu'on a le droit, au sein de votre parti, de critiquer le fondateur Jean-Luc Mélenchon? C'est ça la question. En fait. Mais on a le droit de faire tout ce qu'on veut, madame, dans mon parti. Mais elle est convoquée quand même. Mais madame, quand on prend une position collective, par un vote,
il est quand même normal qu'ensuite on la fasse respecter. Mais attendez, vous savez très bien, ça ne vous choque à droite, pas. à gauche, oui. ça se passe pas comme ça. Vous avez vu le PS? Ça change. Si vous avez envie de faire le Parti Socialiste, ou si Madame Garrido, puisque j'ai vu qu'elle avait participé à un point presse des socialistes, a envie de faire le Parti Socialiste, libre à elle. Mais moi, je ne suis pas le Parti Socialiste, Madame Saint-Cric, et la France Insoumise n'est pas le Parti Socialiste. Donc on résume. Si vous voulez. LFI, une seule ligne, une seule tête, Jean-Luc Mélenchon. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais vous êtes quand même extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que vous avez quand même une manière d'essayer de reformuler les réponses que les gens expriment qui est stupéfiante. Je sais pas, écoutez au moins ce qu'on vous dit. Essayez juste 2 minutes d'écouter ce qu'on vous dit. Je ne vous ai pas dit une seule ligne, une seule tête. Je vous ai dit que l'orientation politique est celle de la France Insoumise, elle est prise par ses instances au mouvement et au groupe parlementaire de la France Insoumise. Et qu'il est ensuite normal qu'on demande et qu'on fasse en sorte que l'ensemble des personnes qui ont participé à la prise de décision fassent en sorte ensuite qu'ils soient tenus par la prise de décision collective. C'est comme ça que fonctionne tout collectif humain, Madame Fressoz. Donc, si ça ne vous va pas, ou si vous voulez que la France Insoumise soit le Parti Socialiste, je suis désolé de vous le dire, je vais vous dire quelque chose, ça n'arrivera pas. J'en suis désolé. Dommage pour vous. Vous nous aimez pas avant, vous nous aimerez pas après. C'est la vie. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas là pour ça. Un petit peu, mais c'est pas grave. Absolument pas. On constate que Jean-Luc Mélenchon est critiqué en interne, en tout cas par certaines personnes. Raquel Garrido était quand même assez claire, et en externe par les membres de la NUPES. Est-ce qu'il y a un problème, Jean-Luc Mélenchon? Mais écoutez, franchement, moi je critique les positions qui ont été prises par nos partenaires de la NUPES. Alors allons-y. Et c'est de ça dont je parle. Et la position de la France de Jean-Luc Mélenchon, elle est la même que la position de la France Insoumise. Mais quand nos partenaires de la NUPES applaudissent à l'Assemblée nationale le soutien inconditionnel à l'État d'Israël, oui, j'ai un désaccord qui... Il y a d'autres sujets dans la NUPES. Non, madame, je ne suis pas obsédé par ça. Il y a 8000 morts à Gaza. Vous en êtes consciente? J'en suis consciente. Bon, donc, excusez-moi de vous dire, ouais, ça m'obsède. Oui, ça m'obsède. C'est une interview politique, on se parle sur un autre. Mais écoutez, pardon, je parle comme j'ai envie, premièrement. Et depuis 15 jours, j'ai l'impression que les leçons de maintien, vous auriez pu vous les appliquer à vous-même. Donc maintenant, je vous réponds, puisque vous me posez une question, de savoir quel est mon désaccord avec les autres composantes de la NUPES. Je vous le dis. Non, ma question c'était, est-ce qu'il y a un problème, Jean-Luc Mélenchon, au droit israélien à se défendre? Mais ça, c'est votre question, et je vous réponds non, il n'y a pas de problème avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon exprime la même position que la France Insoumise, et j'observe que dans un sondage qui a été publié cette semaine, Jean-Luc Mélenchon est sondé à 17,5% des voix, soit davantage que les scores réalisés par l'ensemble des autres candidats de gauche s'il y avait demain une élection présidentielle. Donc si ça, c'est le problème de la France Insoumise, je veux bien vivre avec des problèmes comme ça. Non, mais il y a d'autres. La France Insoumise, par exemple, qui considère que le Hamas doit reconnaître Israël et non plus la qualifier antitétionniste, sans vouloir remonter au début de l'émission. Mais tout le monde à la France Insoumise défend cette position, Madame Saint-Cric. Tout le monde. Israël et arrêter antitétionniste, Israël. Mais écoutez, Madame, franchement, je sais pas, travaillez avant les interviews, s'il vous plaît. La position de la France Insoumise, elle est exprimée dans son programme que nous avons défendu à 3 reprises à l'élection présidentielle et aux élections législatives. Et notre position, c'est la reconnaissance d'une solution à 2 États en vertu du droit international et en application des résolutions de 1967, Madame Saint-Cric. Donc, je sais pas, écoutez, travaillez un peu sur les sujets avant de m'interviewer, quoi. Alors, la position mais écoutez, la position de la France Insoumise, elle n'a jamais été contraire à la reconnaissance de l'État d'Israël. On a toujours été pour une position à 2 États. Bon, et moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais rebondir sur le sondage dont vous parliez. Vous disiez effectivement que Jean-Luc Mélenchon était à 17% dans ce sondage. Il y a une autre étude très intéressante sur les fractures françaises que vous avez dû regarder, qui a été réalisée par Ipsos et qui a été publiée cette semaine par Le Monde, où on découvre que l'image de Jean-Luc Mélenchon et l'image de votre parti est quand même un petit peu écornée, me semble-t-il. 60% des Français estiment que LFI attise les violences. Donc déjà là, vous leur répondez quoi? Et puis surtout, ces Français estiment que votre parti est plus dangereux aujourd'hui que le Rassemblement national pour la démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas quand même besoin de changer quelque chose au sein des LFI? Ce qui a besoin de changer, peut-être, c'est la manière avec laquelle nos positions sont déformées, comme elles l'ont été encore une fois depuis 15 jours sur ce sujet. Donc forcément, après, j'en veux pas à des gens de vous croire. Alors juste, c'est une enquête qui a été faite avant. Vous exprimez nos positions. Pour le reste, madame, la France Insoumise n'a jamais appelé, n'a jamais justifié
quelque forme de violence que ce soit. La stratégie de la France insoumise a toujours été une stratégie de prise du pouvoir par les urnes et a toujours mis à distance toute forme de violence. Toujours. Et nous nous présentons aux élections et nous portons un programme et nous essayons de convaincre sur notre programme. Ça a toujours été notre position. Donc les caricatures qui sont faites à notre égard, ça n'a pas commencé il y a 15 jours, me direz-vous. C'est vrai. Depuis un certain nombre de mois et un certain nombre d'années, sans effet. Mais les Français qui vous voient comme plus dangereux que le Rassemblement national pour la démocratie. Ils s'exprimeront au moment des élections, madame. Et au moment des élections, les Français, ils diront ce qu'ils ont à dire. Et moi, je leur dis, arrêtez de vous fier à ce que les gens disent de nous et informez-vous vraiment sur les propositions qui sont les nôtres. Et vous verrez, les propositions qui sont les nôtres, elles sont souvent très éloignées de la manière avec laquelle on essaye de les présenter dans les médias. Allez, une question de Françoise Fresso, et puis ensuite on passe à l'Assemblée. Le devenir de la NUPES. Olivier Faure au Parti Socialiste parle d'une sorte de moratoire. Est-ce que vous pensez que la NUPES existe encore ou qu'il faut acter qu'elle n'existe plus ? Mais écoutez, moi j'ai fait partie, avec Jean-Luc Mélenchon et d'autres, de ceux qui ont souhaité la NUPES. Après les dernières élections présidentielles, nous avons créé les conditions, et ce n'était pas facile. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon avait fait 22% des voix, que tous les autres avaient fait moins de 5%. On aurait pu faire le choix à l'époque de dire on y va tout seul, etc. On a considéré que notre responsabilité était d'essayer de faire en sorte de regrouper tout le monde. On a fait des efforts pour ça, y compris... Non mais attendez, c'est important. On est d'accord. Pardon ? Regrouper sur vos positions. Sur le programme qui l'orientation politique de rupture, parce que c'est celle qu'avaient choisi les électrices et les électeurs. Bon, il fallait quand même pas, Madame Fressos, se réunir autour du programme d'Anne Hidalgo qui avait fait 1,7% à la dernière élection présidentielle. Je pense que sinon vous auriez trouvé ça un petit peu curieux et un petit peu particulier. Moi, j'ai souhaité la NUPES depuis le début. J'ai souhaité que la NUPES ne soit pas qu'un accord électoral, que la NUPES soit aussi une forme de coalition politique qui vit dans la société avec des structures de base. J'ai souhaité que la NUPES présente des candidatures communes aux élections sénatoriales, des candidatures communes aux élections européennes. À chaque fois, nos partenaires de la NUPES nous ont dit non, pas ça, pas ça, pas ça. Donc, je prends acte de cette situation. Est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à cette démarche de rassemblement ? Je vous réponds franchement, je ne renonce pas à cette démarche de rassemblement. Je souhaite que nous continuions à rassembler autour du programme de la NUPES toutes celles et ceux qui veulent se réunir autour du programme de la NUPES. Et si maintenant, il y a des appareils politiques, socialistes, communistes ou écologistes qui se mettent à distance, qui ne veulent plus du programme commun que nous avons défendu ensemble devant les électrices et les électeurs la semaine dernière, je dis c'est dommage, mais je dis à tout le monde, continuons à nous rassembler autour du programme commun de la NUPES. Et ce que nous faisons, c'est ce que nous allons faire dès les prochaines élections européennes, où nous allons proposer à tout le monde de venir à nos côtés pour porter ensemble le programme commun de la NUPES. Le sujet est double, c'est qu'il y a à la fois un débat sur les méthodes, c'est-à-dire l'opposition extrêmement radicale de LFI au Parlement, qui a pu indisposer vos partenaires, et puis peut-être la discussion du fond du sujet, où ils essayent peut-être d'ouvrir la discussion, et vous vous dites non, on reste sur un projet de rupture qui a été le nôtre, ce qui est légitime, mais c'est ça qui crée au fond la division, et comment est-ce qu'on surmonte... Mais Madame Fressos, quand vous avez défendu devant les électrices et les électeurs un programme il y a 1 an, vous vous êtes engagé auprès d'eux à le défendre pendant 5 ans. Enfin, dans quel monde on vit si au bout d'1 an, les programmes électoraux n'ont plus de valeur et on se met à les rediscuter, y compris sur des points aussi fondamentaux que, par exemple, la retraite à 60 ans, puisque j'ai vu que le Parti Socialiste disait qu'il fallait revenir sur la revendication de la retraite à 60 ans, ce que je trouve quand même particulièrement extraordinaire, alors qu'on a vécu depuis 1 an le plus gros mouvement social dans ce pays depuis 50 ans, précisément sur la question des retraites. Donc, excusez-moi de vous le dire, je pense que les électrices et les électeurs qui ont voté pour nous il y a 1 an, ils sont attachés à ce programme de la NUPES. Et donc, je dis que si certains veulent se mettre à distance de ce programme, je suis désolé, mais non, je ne les suivrai pas. Alors, le moratoire, et donc, ça va se passer comment ? Parce que j'ai cru comprendre, Olivier Faure lance une sorte de gel temporaire, et vous dites, bah non, enfin le moratoire. Comment j'ai pas compris, moi, Madame. Alors, j'ai pas compris. Depuis, vous parlez quand même pour comprendre. J'ai envoyé un courrier au Parti Socialiste pour demander des explications, des précisions. Je leur ai posé un certain nombre de questions. À ce stade, je n'ai pas de réponse. J'ai pas compris. On me parle d'un moratoire. En même temps, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale retire NUPES du nom du groupe. J'ai pas compris un moratoire qui va durer combien de temps. J'ai pas compris quels étaient dans le courrier, le texte qui a été voté par le Parti Socialiste. On dit
faut plus d'union. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont changé d'avis et que maintenant ils sont pour la liste commune aux élections européennes? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont changé d'avis et que maintenant ils sont pour qu'il y ait des listes communes de la NUPES aux prochaines élections municipales? Je n'ai pas compris, sincèrement, je n'ai pas compris. Est-ce que vous craignez, mais moi, c'est eux qui ont fait un moratoire, donc c'est eux qui répondront quand ils auront envie de répondre. Moi, je continue à avancer. Excusez-moi, je vous donne la parole, mais je vous laisse la parole, mais je réponds à la question. Moi, je continue à avancer et je dis à tout le monde, si vous voulez que ce processus de regroupement autour du programme de la NUPES se poursuive, même si certains appareils n'en veulent pas, venez nous aider. Venez nous rejoindre dans cette nouvelle. Tout le monde aura sa place pour faire en sorte qu'on puisse défendre ensemble les idées que nous avons défendues ensemble il y a un an. Et à l'inverse, est-ce que vous craignez ce qui pourrait se passer, que les socialistes, les communistes, les écologistes, que certains insoumis, qui ont peut-être envie de partir, se regroupent et fassent un groupe contre je vois pas qui au sein de la France insoumise aurait envie de partir dans cette galère. Raquel Garrido, par exemple, qu'on a entendu, et puis quelques autres. Qui ont envie de partir dans cette galère. Je sais pas, vous leur poserez la question à eux. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait qui que ce soit. Une galère. Parce que je pense qu'essayer d'expliquer qu'on va faire l'union sans la force politique qui représente la moitié des députés à l'Assemblée nationale et qui, puisque vous me parliez des sondages, représente, dans le cas d'une élection présidentielle demain, autour de 17,5% des scrutins, ça me paraît pas très convaincant. Par ailleurs, j'observe, excusez-moi de vous le dire, que M. Roussel a dit qu'en tout état de cause, il serait candidat à la prochaine élection présidentielle, qu'il veut des candidats communistes aux prochaines élections législatives. Donc je vois pas trop quelle est la forme d'union alternative à la NUPES qui pourrait se dessiner sous nos yeux. D'accord, mais vous êtes en train de nous annoncer là que vous essayez de refaire un rassemblement à partir de LFI, c'est ça? Moi, ce que je vous annonce, c'est que certains veulent quitter le rassemblement que nous avons construit il y a un an. Moi, je dis, si certains partent, dommage, mais si d'autres veulent le rejoindre, y compris dans les formations politiques actuellement membres de la NUPES ou en passe de sortir de la NUPES, si certains veulent construire avec nous pour continuer cette démarche de rassemblement, d'union populaire, je leur dis, ils sont les bienvenus pour le faire. On verra, on peut en discuter avec ceux qui répondent à cet appel. Mais il y a des socialistes effectivement qui vous ont demandé. Clairement, je considère, si vous voulez, que non seulement les autres composantes de la NUPES ont refusé l'ensemble de nos propositions d'approfondissement, mais je dois le dire aussi, depuis 15 jours, pour certains d'entre eux, se sont disqualifiés. Ont eu des positions qui sont des positions incompréhensibles. Écoutez, quand on vient dire de la France insoumise que nous serions des idiots utiles du Hamas, comme l'a fait un député socialiste, je considère que c'est inacceptable, que c'est infamant, et que quand on vit des moments aussi difficiles que les moments que nous vivons sur la scène internationale, que s'il doit y avoir un moratoire sur quelque chose, je préfère que ce soit un moratoire sur les idioties et les bêtises. Manuel Bompard, dans Questions politiques en direct jusqu'à 13h. Je voudrais qu'on avance et qu'on dise un mot aussi de l'examen du budget qui a lieu en ce moment à l'Assemblée. Pour la 3e fois, l'article 49.3 a été déclenché cette semaine sur la première partie du projet de loi de finances de sécurité sociale. À chaque fois, on a des motions de censure qui sont déposées, qui n'aboutissent pas. Elles servent à quoi ? Toutes ces motions de censure au final, Manuel Bompard, et surtout, est-ce qu'on peut continuer comme ça? C'est-à-dire, est-ce que cette année, il peut y avoir encore 13 49.3, 13 motions de censure, l'année suivante, l'année encore, je veux dire, est-ce que, voilà. Politiquement, comment on avance? D'abord, ce qui est stupéfiant, c'est qu'on a un pouvoir en place aujourd'hui qui refuse tout débat sur les questions budgétaires. C'est-à-dire que maintenant, les motions de censure, les 49.3 sont convoqués avant même le début de l'examen en séance de nos amendements. Donc on est sur un budget qu'on ne peut même plus amender. Vous me parliez de compromis et de consensus tout à l'heure, on est vraiment dans une démarche qui est une démarche totalement opposée. Pourtant, on a examiné ces textes en commission. En commission, nous avons voté, par exemple, des ressources supplémentaires. Nous avons proposé de rétablir l'exit tax. Nous avons proposé d'avoir des investissements plus supplémentaires pour les départements et territoires d'outre-mer, dont je parlais en introduction de cette émission. Et il y a eu des sujets sur lesquels il y a eu une majorité de députés pour voter des amendements. Le gouvernement balaye tout ça d'un revers de la main. Donc vous me dites, est-ce que les motions de censure servent à quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire d'autre, madame? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? La motion de censure est la réponse organisée institutionnellement pour répondre au passage en force inacceptable qu'utilise le gouvernement maintenant à 14 reprises avec le recours à l'article 49.3. Vous ne pas pour le budget, ni vous abstiendriez. Et alors, ça doit donc nous empêcher de pouvoir amender, on a l'impression que le jeu, il est fait d'avance.
Bah non, mais peut-être que prenant acte du fait qu'il n'y a pas de majorité absolue de qui que ce soit à l'Assemblée nationale, peut-être que le gouvernement pourrait inventer une nouvelle méthode. Peut-être qu'il pourrait dire qu'on va débattre. Et puis que peut-être qu'à la fin, certains vont pas voter pour, mais au moins qu'on va reprendre un certain nombre d'amendements parce qu'ils ont été adoptés par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Écoutez, moi je siège en commission des finances. Cette semaine, j'ai siégé mardi jusqu'à 3h du matin, mercredi jusqu'à 1h du matin. On a examiné l'ensemble de nos amendements. On fait un travail qui est un travail sérieux. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où les députés macronistes ne viennent même plus en commission. Ils s'en fichent de perdre les votes d'amendements en commission parce qu'ils savent très bien qu'avec le 49.3, à la fin, tout ça va être balayé d'un revers de la main. Écoutez, ça, c'est pas le fonctionnement d'une démocratie qui est satisfaisant. Mais une seule motion bien préparée, en amont, organisée, ça suffirait pas? Vous avez besoin moi, à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois que le gouvernement passera en force en utilisant l'article 49.3, à chaque fois, le groupe insoumis déposera une motion de censure pour y répondre. Maintenant, où ça mène? Mais ça, c'est au gouvernement qu'il faut le demander. Soit il est en capacité d'avoir une majorité pour voter ces textes de loi, et dans ce cas-là, qu'il constitue une coalition, et puis qu'il nous dise maintenant quel est le programme de cette coalition. Soit il est dans l'incapacité de le faire. Et dans ce cas-là, à un moment ou un autre, il va falloir retourner aux urnes s'il n'est pas capable de convaincre une majorité de députés de soutenir sa politique. Question de Françoise Fressoz. On entend au sein de votre parti à LFI une voix un peu différente de celle de Jean-Luc Mélenchon, c'est celle de Ruffin, qui dit au fond, si on veut arriver au pouvoir, il faut peut-être faire moins peur, essayer de reconquérir un peu l'électorat central. Et au fond, il propose une voie de rassemblement de la gauche qui est un peu différente de la vôtre. Comment vous appréhendez cette situation ? Je crois pas. Enfin, personnellement, j'ai entendu François Ruffin, comme moi, défendre, par exemple, la liste commune de la NUPES aux élections européennes. J'ai entendu François Ruffin, comme moi, défendre l'approfondissement de la NUPES. Je ne crois pas qu'il y ait de désaccord entre nous sur la manière avec laquelle on organiserait, pour reprendre le terme de votre question, le rassemblement de la gauche. Donc, je ne vois pas le désaccord que nous pourrions avoir sur ce sujet. Parfois, nous ne disons pas exactement les choses mais sur l'immigration, de la même sur manière. La position, sur le conflit dont on parlait tout à l'heure, oui. Il n'a pas la même position que vous. Non, c'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. D'accord. C'est pas vrai. Écoutez, est-ce que François Ruffin appelle à un cessez-le-feu immédiat ? Est-ce que François Ruffin condamne les actions qui sont commises par l'armée israélienne à l'égard de la bande? Mais quand il dit, par exemple, est-ce que François Ruffin condamne les actions qui ont été commises par le Hamas sur le sol israélien? Oui. Il a condamné. Donc il a la position exactement la même que la nôtre. Mais quand il dit, au fond, je me social-démocratise, ou en tout cas, je fais un pas vers... Moi, quand il dit ça, j'ai un petit peu de mal à comprendre ce que ça veut dire. Et en tout cas, je le dis en toute amitié, je pense que ce qui permettra à la France insoumise de porter son programme, qu'il devienne majoritaire dans la société, au moment où on a réussi au contraire à opérer ce regroupement sur la ligne de rupture, je ne crois pas que ça soit revenir vers une ligne d'accompagnement social-démocrate. Donc quand il dit ça, effectivement, peut-être que j'ai mal compris ce qu'il dit et je suis pas moi dans une polémique avec lui, pas du tout. Mais si ce qu'il veut dire par là, c'est que la France insoumise doit revenir, si vous voulez, sur une position politique qui, par exemple, a été celle du Parti socialiste ces dernières années, je pense qu'il se trompe et qu'il fait une erreur si c'est ce qu'il veut dire. Et dernier point, vous n'avez pas l'impression qu'il pousse un peu Jean-Luc Mélenchon vers la retraite? Quand il a dit notamment jeudi dernier dans une interview au Figaro, Jean-Luc a dit répéter que la présidentielle de 2022 était sa dernière campagne et qu'il souhaitait être remplacé en raison de... C'est pas une façon de... Mais Jean-Luc Mélenchon l'a dit, non? Donc il n'y a pas de suspense de ce côté-là. Jean-Luc Mélenchon a dit « j'aspire à être remplacé ». D'accord. Donc ça va être organisé à terme. Il est normal qu'on essaye de faire en sorte collectivement. Mais vous auriez du mal à suivre François Ruffin, pouvoir le remplacer. Mais écoutez, le sujet aujourd'hui, il est pas là. On est en 2023. Écoutez, franchement. Donc il y a un certain nombre de figures à la France insoumise qui commencent à émerger, à être visibles. Et François Ruffin en fait partie. Mathilde Panot, qui est la présidente de notre groupe parlementaire. Attendez, écoutez, je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Il y a un certain nombre de figures à la France insoumise qui commencent à être de plus en plus identifiées, connues du grand public. François Ruffin en fait partie. Mathilde Panot, qui est la présidente de notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Je crois par exemple que le discours qu'elle a tenu à l'Assemblée nationale cette semaine a été très, très remarqué. Clémence Guettet, qui est la coprésidente de l'Institut La Boétie, qui travaille beaucoup. C'est une bonne nouvelle. Donc moi, ce que je souhaite, je vais vous dire, c'est qu'on ait l'embarras du choix. Et en plus, ça sera sans doute votre plus grand cauchemar. Et ça, je dois le dire franchement, ça me réjouit un petit peu. Merci, Manuel Bompard.